Je m'appelle Philippe Pierre, je suis paysan Nature et Progrès depuis installé 2006 et sous mention Nature et Progrès depuis 2009. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous mention Nature et Progrès? Ah, sous mention Nature et Progrès. Nature et Progrès, c'est la première association qui s'est mobilisée au boom de l'agro-industrie et de l'agrochimie en France pour défendre le slogan de départ, notre santé est celle de la terre. Donc c'est une association qui s'est créée en 1964, qui était une confluence de paysans et de citoyens mangeurs concernés par cette problématique. Et c'est donné naissance au premier cahier des charges au monde de l'agriculture biologique. On en a cette fierté qui a été écrit par quelqu'un qui est toujours militant aujourd'hui, qui est en train d'écrire un livre encore avec François Veillerette en ce moment, qui vient de sortir un livre sur l'azote et la grosse problématique de l'azote, qui s'appelle Claude Aubert. C'était lui qu'on connaît pour avoir fondé les éditions Terre Vivante, qui a été l'architecte du premier cahier des charges bio. Et donc toi, sur ton exploitation, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis paysan confiturier, donc ça veut dire que notre modèle on l'a construit comme ça, c'est-à-dire qu'on produit la moitié des fruits qu'on travaille et le reste on le fait en cueillette sauvage. Donc, mais on cueille tout ce qu'on transforme et on transforme tout ce qu'on cueille. D'accord. Et on transforme tout en confiture, sirop et jus de fruits. Et la production qu'on mène, c'est framboise, groseille, cassis et rhubarbe. Et on est sur de la cueillette sauvage ou lieu non récolté, sur la fleur de sureau, la poire sauvage, la mûre sauvage, et lieu non récolté, donc pommes et châtaignes. Voilà. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours militant? Mon parcours militant, il est né avec Nature et Progrès. J'étais engagé à gauche quand j'étais lycéen, et puis après j'ai un peu quitté le monde de la militance, un peu plus pour à l'époque j'avais vraiment besoin de mettre en avant le travail personnel, le travail sur soi voilà. Après je trouve que on a besoin des deux dans la militance, quand on voit un petit peu toutes les difficultés relationnelles qu'on peut avoir dans un groupe militant. C'est bien aussi si on a un petit peu conscience des mécanismes qui nous animent. Donc je ne regrette pas d'avoir exploré ça pour moi-même et pour un peu mieux comprendre ce qu'on fait ensemble. Et du coup, mon adhésion à Nature et Progrès en 2009, le temps de prendre mes marques et d'un petit peu bien comprendre ce qu'est Nature et Progrès, etc. Je suis en fait en 2011, j'ai commencé à m'investir au niveau national et ça ne m'a pas quitté. Et dans un premier temps, qu'est-ce qui te pousse vers Nature et Progrès? Ce qui me pousse vers Nature et Progrès, c'est vraiment une bio différente. C'est-à-dire quand je me suis installé en 2006, le nez dans le guidon, comme beaucoup de gens qui s'installent, hors cadre familial, il faut tout créer ex nihilo, hein. La ferme n'existe pas, donc entre guillemets on l'invente. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas trop la tête à penser à autre chose. Par contre, il me fallait une certification officielle pour pouvoir vendre en magasin bio, en Biocoop, tout ça. Donc ça, c'était la première chose. Mais en même temps, j'avais déjà demandé dès le départ la possibilité d'avoir la mention Nature et Progrès. Parce que je savais, j'avais adhéré en tant que mangeur en 89 sur le salon Marjolaine à Paris, à Nature et Progrès, où je n'avais jamais vraiment donné suite. Donc je savais que Nature et Progrès, c'était quand même à l'époque déjà la référence d'une bio, déjà que c'était les pionniers, que c'était une bio beaucoup plus exigeante, avec des valeurs sociales, des valeurs, une éthique qui n'existe pas dans l'agriculture biologique, dans laquelle il n'y a aujourd'hui qu'un cahier des charges technique, en fait. Malheureusement, et même si je préfère toujours quelqu'un qui fait du bio à quelqu'un qui fait du conventionnel, alors pas en tant qu'humain, hein, vraiment juste au niveau des pratiques agricoles, puisque l'agriculture biologique nous impose de ne pas avoir d'intrants chimiques. La problématique, c'est qu'on peut très bien avoir dans le sud de l'Espagne des serres à Almeria en bio, avec des gens qui travaillent sans papier, qui sont hébergés dans des conditions effroyables. Et ces tomates-là, elles vont arriver en France, alors plutôt bien sûr que celles que nous on va produire, elles vont être vendues en bio, on va les trouver partout,
et quelle sera la différence avec le petit maraîcher qui travaille avec une éthique, etc., sur sa ferme pour produire des tomates pour le consommateur, il ne verra pas de différence, quoi. Et ça, enfin, s'il ne le sait pas, a priori, il n'y a pas de différence. On est dans la même bio. Et ça, pour moi, c'était pas possible d'être dans cette même bio. Un autre exemple que j'aime citer, qu'on ne verra pas à Nature à Progrès, c'est un céréalier en bio, 400 hectares, sans arbres, sans haies. On peut l'avoir en bio, on ne l'aura pas sous mention Nature à Progrès. Parce que la biodiversité, parce que tout l'environnement dans lequel il travaille en tant que paysan, son milieu de vie, et je n'aime même pas le mot environnement, parce qu'on est au milieu de cette vie-là, elle est aussi importante pour nous que la production qu'il mène. Donc c'était très important d'avoir cette identification pour moi à Nature et Progrès. Parce que là, je sentais vraiment ces valeurs portées. Donc pas seulement un cahier des charges technique, mais en fait, grosso modo, un modèle de société. Parce que quand on fait une visite chez un paysan Nature et Progrès, donc un binôme d'un producteur avec un mangeur, on regarde tout, en fait. Déjà, ce qui nous importe en premier, c'est le paysan lui-même, c'est ce qui va bien. On revendique d'accompagner des paysans heureux. Et malheureusement, avec tout ce qu'on voit, les phénomènes d'agribashing, on voit très bien que c'est plus... voilà, c'est pas ça. On a l'impression qu'il n'y a pas de paysans heureux, qu'on a que des paysans qui sont en colère contre des choses, mais non, nous on revendique des paysans heureux. On a des problématiques, mais qui sont liées à ce que nous imposent des règles gouvernementales, des règles, etc., sur les semences, sur des problématiques d'accès à la terre, mais on a des gens qui, dans leur production, sont heureux. Et ça, c'est une priorité chez nous. Et après, on va effectivement regarder sur l'entièreté de la ferme, tout. En fait, ce qui nous importe, c'est l'ensemble de la ferme, pas juste ce qui produit. Moi, souvent, je dis à Nature à Progrès, c'est pas un produit qu'on certifie, c'est un paysan qui se donne à être certifié, à être reconnu détenteur de la mention Nature et Progrès, quoi. Voilà. J'imagine que du coup, derrière la démarche de Nature et Progrès, il y a une logique de généralisation de l'agroécologie. Voilà. Alors, l'agroécologie, nous on revendique à Nature et Progrès l'agroécologie paysanne. Parce que Stéphane Le Foll nous a fait ce gentil cadeau là d'approprier et de mettre sous couvert d'agroécologie des pratiques non semi-directes au Roundup, qui nous a fortement embêtés en 2012. Et donc on s'est associé à la démarche de la Via Campesina de définir ce qu'était une agroécologie paysanne. Voilà, vraiment, il a été écrit donc toute une charte de l'agroécologie paysanne qui est reconnue par des paysans du monde entier. Et à Nature et Progrès, on est dans ce mouvement-là, quoi. Et donc on défend un modèle sociétal, pas des pratiques agricoles, parce que l'agroécologie Stéphane Le Foll, c'était aussi le semi-direct Roundup. Donc là, c'était très difficile de pouvoir... Mais bon, on s'est fait voler les mots d'agriculture biologique en 91, on n'avait plus le droit de l'utiliser à Nature et Progrès, alors qu'on en était, entre guillemets, fondateur. Même carrément fondateur de l'IFOAM. L'IFOAM, c'est la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique. On en est fondateur en 1973 au congrès de Paris, avec 3 autres associations, la Soleil Association en Angleterre, une association de Nouvelle-Zélande et des Suédois, je crois. On fonde ce mouvement qui aujourd'hui est une immense nébuleuse qui regroupe tous les mouvements bio de la planète. Et nous, on n'a plus le droit d'utiliser le mot agriculture biologique. Voilà, c'est ça, la normalisation aussi du système. Donc voilà, on a failli, l'agroécologie, ça a été la même chose, hein. Il a fallu redéfinir ce que c'est l'agroécologie paysanne, celle que nous on veut défendre. Après, on ne fait pas du prosélytisme, bien sûr que c'est le modèle qu'on voudrait voir appliquée, puisque à la planète entière, mais elle est pratiquée sur 80% des surfaces agricoles dans le monde. Olivier De Schutter en 2015, dans son rapport pour l'ONU, en tant que rapporteur spécial pour l'alimentation, montre que 80% des paysans de la planète sont en bio, et que l'agriculture biologique peut nourrir la planète.
à contrario de tout ce que défend le discours de l'agriculture industrielle, qui nous dit que heureusement qu'il y a l'agriculture industrielle pour nourrir la planète. Donc il est tout à fait possible de se passer de pesticides et d'agrochimie. Les pesticides ne sont pas du tout une obligation. 80% des paysans sur la planète sont en bio et nourrissent la planète. Il a fallu bien sûr résoudre, et peut-être qu'à un moment donné il fallait sortir de certains modèles qui ne fonctionnaient pas, je ne sais pas, j'ai pas assez d'expérience. Il fallait faire forcément quelque chose, il fallait lutter contre les famines dans les années 60, 50, 60, et voilà, il y avait certainement des choses à faire pour sortir, mais aujourd'hui on voit bien que nos modèles agro-industriels appauvrissent des paysans en Afrique. On arrive à exporter et à vendre du poulet élevé en France dans des élevages en batterie nourris aux antibiotiques moins cher en Afrique ou en Amérique du Sud que des petits paysans là-bas arrivent à les produire. Et là on parle de concurrence libre et non faussée. Et donc du coup, pour se débarrasser du modèle agrochimique, tu es investi dans Secret Toxique. Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentré là-dedans? Ah, Secret Toxique. Et bien voilà, ma militance à Nature et Progrès m'a beaucoup amené sur le côté des systèmes participatifs de garantie, qui est donc la façon dont nous visitons les paysans Nature et Progrès pour leur donner la mention, mais en même temps d'absorber un petit peu toutes les problématiques auxquelles on est confronté, que ce soit les semences paysannes, que ce soit l'accès au foncier, que ce soit les problèmes de la chimie, etc., m'a beaucoup fait réfléchir. Et à un moment donné, en 2018, alors pourquoi 2018 ? Parce qu'il y a eu une première victoire portée par le collectif de Poitiers par rapport au VRTH, un rendu le 25 juillet 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaissait les nouvelles variétés d'OGM comme devant répondre à la législation des OGM. Et je me disais, alors il y a eu cet événement-là, et au même moment, il y a eu un collectif de citoyens porté par une juriste qui a porté plainte au niveau de l'Union européenne pour inaction climatique. Donc elle avait réuni autour d'elle des paysans de Sardaigne, et pas que des paysans, des gens un petit peu de tous horizons, mais qui vivaient dans leur chair et dans leur quotidien le dérèglement climatique et qui en étaient touchés. Et donc ils ont porté un recours. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu ce recours, mais ils ont porté plainte contre l'Union européenne pour inaction. Et je me dis, mais oui, c'est le seul moyen qu'on a pour obtenir quelque chose aujourd'hui. La voie politique, malheureusement, on arrive à obtenir qu'on propose des lois, on la voit bien sur la loi Egalim, on le voit sur des lois d'orientation agricole, etc. Mais après, quand ça passe au Parlement, il y a tellement d'amendements que tout est dénaturé et au résultat, il ne reste rien. Donc en fait, on a difficilement de poids pour contraindre l'exécutif. Et le législateur, on n'est souvent pas majoritaire pour faire avancer les choses. Donc je me disais, dans une démocratie, on parle toujours de l'exécutif, du législatif, et le troisième pouvoir, c'est le judiciaire. Et je me dis, oui, le judiciaire, c'est le seul moyen qu'on a pour nous, citoyens, pour faire avancer les choses, pour contraindre. Donc ça, c'était une chose. Et l'autre chose qui a été moteur pour moi, c'est de regarder un peu en arrière tout ce qui s'était fait et tout ce qui se faisait dans ce présent-là de 2018 sur les pesticides. Et en fait, on voit bien depuis des années qu'on combat pied à pied alors une molécule, puisque à l'époque on était sur la molécule, substance active déclarée, on les combat pied à pied, on met 10 ans, 15 ans, 20 ans pour en obtenir l'interdiction, parce que ça fait déjà 20 ans que la toxicité est reconnue, mais il y a un tel frein, on voit bien, sur le chlordécone. Et voilà, nos frères qu'on a aux Antilles, la souffrance que c'est d'avoir 25 ou 50% des terres de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont polluées au chlordécone. Et tout le milieu marin, c'est une catastrophe, et qu'on sait que la rémanence du chlordécone c'est 500 ans, mais on savait déjà tout ça. On a
prolonger les autorisations d'utilisation par dérogation du chlordécone pendant quasiment 20 ans. C'est juste inadmissible. Et je me dis, mais on va combattre ces molécules une par une, on va mettre 20 ans à en faire tomber une, et pendant ce temps-là, ils en ont mis combien sur le marché? Et on va jamais y arriver. Si on continue comme ça, alors c'est super de le faire parce qu'il faut le faire, c'est nécessaire. Et grâce à toutes ces petites victoires, de toute façon, on fait rentrer par tous les discours qu'on peut avoir de la conscience dans la société. C'est important qu'on sache qu'un pesticide, même si l'industrie essaye d'en changer le nom, de nous le faire passer pour aujourd'hui un produit de protection des plantes, c'est un poison de toute façon au départ. C'est un fongicide. C'est un pesticide, c'est un herbicide, c'est un insecticide. Chaque fois il y a le mot cide, c'est tuer. Et on tue avec des poisons. Donc, et tous ces composés chimiques ont des actions non seulement sur les organismes qu'ils visent, mais aussi sur tout le monde vivant dans lequel on vit. Et donc je me disais, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui nous sorte de ce combat pied à pied, molécule par molécule. Il faut qu'on puisse attaquer tout le système dans son ensemble. Donc notre avocat, on a posé la question à notre avocat. D'abord, il a fallu que je fasse cette proposition à Nature et Progrès. Et donc tous les groupes se sont interrogés du bien fondé de faire ce genre d'action. Et donc une large majorité a dit oui. Enfin, je dirais même tous les groupes ont dit oui. Il n'y a pas de groupe qui s'est opposé à ça. Les plus réticents se sont demandé si c'était vraiment ce qu'on avait à faire de plus important aujourd'hui par rapport aux énergies bénévoles dont on disposait, etc. Mais donc ils nous ont mis des recommandations qu'on avait déjà de toute façon fait en tant que proposition, c'est-à-dire de ne pas peser sur Nature et Progrès, que ce soit pas nous tout seuls qui le portions. Excuse-moi, du coup à ce moment-là, quand tu viens vers voir Nature et Progrès, il y a déjà une stratégie juridique? Non, il n'y a rien encore. C'est juste l'idée. Là déjà, c'est que l'idée soit validée. Après, une fois qu'on valide l'idée, on appelle l'avocat et on voit ce qui est possible à faire. Voilà, ça c'est vraiment l'idée de départ. Donc déjà voir si les groupes sont d'accord et qu'on entame une réflexion juridique là-dessus. Donc les groupes sont d'accord. Donc nous on avait fait la proposition dès le départ que ça soit porté par un collectif d'associations, pas par une association, pour plus d'épaules, quoi. Nos finances à Nature et Progrès, même à l'époque, même si aujourd'hui à cause de la crise du Covid sont un petit peu compliquées, à l'époque on a toujours été sans subvention extérieure, donc on fonctionne sur nos fonds propres, donc on n'avait pas d'argent à mettre à l'extérieur des missions qu'on s'attribuait déjà. Et la troisième chose, c'était pas de peser non plus sur l'équipe salariée qui était déjà bien occupée avec tout ce qu'on avait à gérer. Donc voilà, ça c'était les trois conditions que nous on avait proposées, que les groupes ont confirmé que c'était important qu'on mette en place. Donc, voilà. Donc on a pris contact avec notre avocat qui est Guillaume Tumrel, qui est l'avocat aussi des faucheurs volontaires, et pour savoir ce qu'on pouvait faire. Donc à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas. Donc il est venu, on l'a reçu dans un conseil fédéral pour qu'il nous explique ce qui était possible à l'heure actuelle. Hein. Enfin au moment où il vient, on est en février 2019. Quoi. Donc février 2019, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous dit attaquer le système dans son ensemble, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de biais aujourd'hui qui nous permettent, enfin on n'en a pas identifié, hein, qui nous permettent de le faire. La seule chose qui peut être intéressante de faire à ce moment-là, c'est de rejoindre à titre associatif, donc sur une forme de collectif d'association, la plainte des pisseurs involontaires de glyphosate. Donc de se porter partie civile avec les associations pour soutenir le mouvement et lui donner du poids. Donc là on est en février 2019 et une grande chance, grande chance. Donc il y a le procès de foi qui se tient dans cette époque-là. Le juge du tribunal de foi qui
s'estime incompétent pour juger en l'état actuel, parce qu'il ne savait pas si devant lui il avait ou non s'il avait des délinquants ou des lanceurs d'alerte, puisque au procès de foi, les prévenus qui avaient donc badigeonné des bidons de Roundup de peinture pour les rendre impropres à la vente, l'analyse de ces bidons de Roundup ont montré donc devant l'huissier des composés non déclarés, dangereux, toxiques, dont l'arsenic, dont les hydrocarbures, etc. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont fait des analyses d'urine, et ils révélaient que dans les analyses d'urine, il y avait du glyphosate. Donc le juge ne savait plus du tout s'il y avait des lanceurs d'alerte, effectivement, ou des délinquants. Donc il s'est dessaisi au profit de la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander une réinterprétation, une interprétation du règlement européen de mise sur le marché des pesticides, règlement de 2009. Et là, on a eu donc le 1er octobre 2019 ce grand plaisir. C'est juste, c'était étonnant de le dire à l'époque, de le découvrir comme ça. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit non, mais le règlement, il est vachement bien fait, quoi. Le législateur, il a super bien travaillé, parce que pour mettre un pesticide sur le marché, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle nous détaille tout ce à quoi doit obéir le pétitionnaire, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Notamment étudier les mélanges. Et notamment étudier les mélanges. Donc, notre avocat nous dit, c'est simple. Et c'est ce que va dire le juge, si on a ces problèmes de gens qui pissent du glyphosate, de pollution de l'environnement, de toxicité et des choses dans les bidons qui sont en plus même pas déclarées, il y a un problème qui n'est plus du coup de la réglementation, mais qui se joue dans le processus d'autorisation de mise sur le marché. Donc là, on se dit, bon, là il y a un problème au niveau du pétitionnaire, donc celui qui va demander une autorisation de mise sur le marché, ou il y a aussi un problème au niveau de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA. On en est là au 1er octobre 2019. En octobre 2020 sort cette étude de Gileric Serralini et de Gérald Ginger qui étudie, voilà, l'industrie a sorti des herbicides sans glyphosate. A priori, on se dit, super. En plus, quand on regarde l'étiquette des bidons, c'est marqué acide acétique, c'est marqué acide pélargonique, c'est marqué acide caprique ou caprylique. On se dit, c'est chouette, enfin, on a trouvé une parade. Du coup, c'est quasiment utilisable en bio. Dans les petits... Bon, là, c'est destination des jardiniers. On aurait pu être content. Sauf qu'ils se sont dit qu'on va quand même vérifier ce qu'il y a dedans. Le fabricant est quand même le même. Et là, c'est juste de nouveau la catastrophe. En fait, ils prennent dans des rayons de supermarché. Là, on est vraiment sur des produits en vente libre, sans aucune précaution d'usage, sans aucune information du consommateur sur une éventuelle dangerosité du produit, puisqu'ils sont vendus comme des choses inoffensives. Et là, ils font une analyse en spectrographie, chromatographie. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces bidons? Métaux lourds, de l'arsenic toujours encore, du plomb, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes, dont le fameux benzoapyrène, qui est l'étalon de la cancérogénicité dans les hydrocarbures. Les taux qu'ils ont mesurés dans certains bidons, si vous vous souvenez de l'explosion de Lubrizol et de l'enquête qui a été faite pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait manger après toutes ces retombées d'hydrocarbures partout dans la campagne. Il a fallu, si on se souvient bien, interdire à des maraîchers la vente de légumes, du lait a dû être jeté dans les fosses communes parce qu'il y avait des pollutions aux hydrocarbures. Et on a cherché quoi? On a cherché le benzoapyrène. Et on en a trouvé un certain niveau de concentration. Et bien, ces petits bidons d'herbicides soi-disant inoffensifs, ce que montre l'étude de Gileric et de Gérald, si on ouvre le bouchon de certains de ces bidons, on s'aperçoit de quoi? C'est que si on met son nez dessus, c'est 1 million de fois ce qui a été relevé dans l'air à Rouen suite à l'explosion de Lubrizol. 1 million de fois. Et pour des concentrations bien moindres, on a interdit la consommation de légumes. Donc ça veut dire qu'on est sur une cancérogénicité qui
qui est effrayante. Et on est capable de donner ça à un gamin pour lui dire, bah écoute, va dans l'allée de gravier, là, il y a quelques herbes qui ont poussé, il y a un petit chardon, on va mettre ça dessus, ça va le faire mourir. Et en fait, on donne à un enfant, ou à n'importe qui en fait, hein, on lui met entre les mains un produit d'une toxicité juste effroyable. De l'arsenic. Interdit en tant que pesticide depuis 40 ans. Donc c'est, et peut-être même plus. Donc l'objectif là de Secret Toxique, ça va être d'avoir une réelle application de la mise de la réglementation sur les pesticides. Alors du coup, nous à l'époque, on se dit, ben, là il y a quand même un problème. D'où vient le problème? Si la réglementation européenne est bien faite, c'est que ça ne se passe pas au niveau de... si la réglementation est bien faite, c'est dans le processus de mise sur le marché qu'il y a un problème. Donc on se penche sur ce qui est réellement fait. Déjà, on porte plainte. On porte plainte contre X parce qu'on demande au parquet de Paris, nous on n'accuse personne, mais on a un problème. On a un problème avec ces bidons qui sont là sur le marché, à disposition du grand public. Puis on voit bien que, de toute façon, avec les études antérieures de Gilles-Éric Serralini et d'autres chercheurs, que de toute façon, dans les pesticides agricoles, les mêmes aberrations existent. Donc on demande au parquet, au pôle santé à Paris, d'enquêter. Nous, on porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage et fraude supposée à la déclaration. On ne sait pas, on n'accuse pas. On se dit, il y a un problème. Il faut que le parquet enquête pour nous dire où sont les responsabilités. Est-ce que la responsabilité vient du pétitionnaire, c'est-à-dire de l'industriel? Est-ce qu'elle vient de manquement de l'agence européenne? Est-ce qu'elle vient de manquement de l'agence française? Enfin, il y a un problème. C'est à un moment donné, on a ces produits qui arrivent. Dedans, il y a des saloperies qui ne devraient même pas exister dans ce type de produit. Quand on nous vend un produit à base d'acide acétique, alors c'est pas vraiment du vinaigre puisqu'il est synthétisé industriellement, il ne devrait y avoir que de l'acide acétique, pas autre chose. Moi, si je suis paysan confiturier, si je vends une confiture, je ne vais pas dire mais l'arsenic c'est juste une impureté de... Enfin, voilà, c'est presque un peu tiré vers les cheveux, mais on pourrait tuer quelqu'un juste avec des impuretés d'arsenic qui sont contenues dans une confiture. Ça pose quand même des questions sur... Et donc, sur ce système, quoi. Et ben justement, sur ce système, où est-ce que Secret Toxique perçoit ses responsabilités et où est-ce qu'on appuie pour... où est-ce qu'on pose les questions, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme réponse et suite à ces réponses, quels sont les changements qu'on veut obtenir? Donc nous, ce qui nous a intéressé donc, de comprendre, c'est le processus de mise sur le marché. Donc, il y a ce que dit la réglementation européenne, et ce que dit, puisqu'on a interpellé l'Agence européenne de sécurité alimentaire, on a aussi interpellé l'ANSES, donc l'Agence nationale française de sécurité alimentaire, pour savoir ce qu'elles pensaient de cette étude et quelles étaient... on leur a demandé comment ils faisaient leur travail, puisque pour eux, s'il y avait un problème ou pas, quoi. Et donc on a fini même par rencontrer, on a eu 2 réunions de rencontre avec l'agence européenne pour leur demander comment ils fonctionnaient pour étudier une mise sur le marché. Parce qu'on a quand même des précédents. Et un précédent... parce qu'on leur pose bien effectivement les questions, mais on sait un petit peu en avance malheureusement les réponses. Puisqu'on a quand même déjà un précédent qui est la réautorisation, on ne devrait même pas dire du glyphosate, mais des produits à base de glyphosate, donc Roundup et compagnie. On se souvient du cirque que ça a été en 2018 pour la réautorisation, 2017 pour la réautorisation. Reprends ta phrase totale sinon. On se souvient du cirque que ça a été, et j'emploie volontairement ce mot cirque, pour la réautorisation en 2017 donc des produits à base de glyphosate, puisqu'on a une agence européenne qui nous dit, nous on a écarté sciemment toutes les études qui ne relèvent pas de l'étude de la molécule déclarée active seule. Alors que la réglementation européenne dit il faut étudier le produit dans sa formulation complète. Il n'y a pas un argument scientifique
même si on a besoin de savoir la dangerosité de cette molécule, de ce principe actif, mais il n'y a pas un raisonnement scientifique qui peut dire c'est ce principe seul qui est répandu dans la nature. On sait très bien que c'est une formulation complète qui est répandue par les paysans. Ou par... bon, maintenant c'est interdit par les collectivités publiques, et tant mieux, mais c'est une formulation complète. On sait que dans un bidon de Roundup et d'autres produits à base de glyphosate, le glyphosate c'est 40%. Le reste, c'est pas de l'eau. On sait très bien, et les études l'ont montré, que pour rendre le glyphosate actif, il faut des coformulants, dont la dangerosité. Il y en a même certains qui ont été retirés du marché, de la tallawamine notamment, parce que leur extrême dangerosité a fini par être démontrée a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des études avant, on fait des études après. On estime qu'il n'y a qu'une molécule active déclarée, que c'est elle le principe actif, c'est elle qui est le dangereux, le reste, c'est de l'eau assimilée. Ce qui est totalement faux. Alors du coup, tu vois, en venant chez toi, j'ai vu, j'étais en covoiturage, et puis bon, on discute un peu, je parle de mon taf et tout. Et puis elle me dit, elle avait l'air assez au courant sur la question des pesticides, parce que quand je lui ai parlé de la non-évaluation des mélanges, elle le savait et tout, elle est infirmière en plus. Et puis je lui explique la démarche de secret toxique, et puis l'idée de dire qu'à partir du moment où tu fais une évaluation sérieuse et une simple application de la réglementation, eh ben, en fait tu fais un pas significatif vers la sortie des pesticides. Et qu'au fait, au final, c'est ça l'objectif. Et du coup, elle me regarde, puis elle me dit, mais vous y croyez vraiment? Enfin, elle me disait, il y croyait pas, quoi. Ne serait-ce que... Du coup, il y a souvent cette réaction chez les gens de dire que c'est trop ambitieux, ou de dire que c'est trop... voilà. Ou alors, un truc qu'on me sert aussi assez souvent, c'est... de toute façon, vous avez des ennemis beaucoup trop puissants, ou... voilà. Et du coup, à toi, si jamais tu es confronté à cette situation-là, qu'est-ce que tu répondrais? Quelle situation? À cette situation où tu es face à quelqu'un qui te dit c'est impossible, les ennemis sont trop puissants, et oui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais voilà, c'est trop ambitieux, on peut pas y arriver. C'est vrai qu'on a une montagne, face à nous, on a quelque chose qui est installé depuis une centaine d'années au cœur de l'Union, de l'Europe, et qui sont ces grosses industries, et qui sont maintenant mondialisées, que ce soit Monsanto, Bayer, Syngenta, IG Farben. Farben n'existe peut-être plus en tant que tel, mais que ce soit BASF, cette industrie énorme qui fait des milliards d'euros de bénéfices sur le dos de paysans. Mais bien sûr que c'est qu'on a face à nous quelque chose de juste monstrueux, mais vous savez, quand on gravit une montagne, on n'essaie pas d'imaginer d'emblée tout le chemin à parcourir, c'est pas par pas, quoi. Et à un moment donné, on s'arrête et on s'aperçoit qu'on est en haut. Donc la tâche est juste énorme, mais on n'a pas le droit de pas l'amener, quoi. C'est juste à un moment donné une question de conscience, quoi. Quand vous êtes au courant de quelque chose que vous jugez monstrueux, tu crois que je peux parler souvent c'est cette image malheureuse qui m'est venue des déportations pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. À un moment, quand on s'aperçoit à quoi servent les trains, à quoi ils servent, et qu'on le sait, à un moment donné, on doit mettre tout, quitte à mourir, pour empêcher cette chose-là. Et pour moi, cet empoisonnement généralisé, toute cette industrie, elle est basée sur le mensonge. Bon, le boom date vraiment des années 50 chez nous, plutôt aux États-Unis, mais tout est basé sur le mensonge. Je vais juste donner quelques exemples. Moi, je viens de perdre un copain, là, il y a 4 jours. Il est décédé mardi 7 septembre 2021. Dégénérescence du cervelet, il est producteur de fruits, il a travaillé, parce que, en production de fruits, effectivement, c'est compliqué de se passer des pesticides.
Il vient de mourir, on n'a pas voulu reconnaître ça comme maladie professionnelle. Quand on se documente, un jour je m'en vais sur le site de Phytovictime, je regarde le témoignage d'un paysan. Cancer de la bouche, de la gorge. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il soufflait dans les buses de son pulvérisateur pour le déboucher. Je me suis pas dit, mais ce type, il est idiot. Non, je me suis dit, mais il y a des criminels qui lui ont répété toute sa vie que les produits qu'il utilisait n'étaient pas dangereux. Et ça, c'est le discours qu'on a en permanence de syndicats majoritaires, malheureusement, de paysans qui continuent. Et pour moi, le paysan, c'est la première victime. Même s'il utilise ces produits qui vont impacter l'environnement et notre santé à tous, c'est la première victime. C'est à lui moi, je vois mon voisin en short claquette dans son tracteur, la cabine grande ouverte, sans aucune protection, passer du Roundup. J'ai vu un pote nettoyer son semoir dans un nuage à la soufflette, là, au compresseur, dans un nuage rose. Quand on sait que dans ce nuage rose, je lui dis, mais Didier, tu sais ce que c'est ce nuage rose? C'est tout l'enrobage de tes semences, et tu sais ce qu'il y a dans... Il me dit, non, j'en sais rien. 5 molécules présentes dedans. Et il était comme ça, en short, t-shirt, sans aucune protection. Quand on a retourné le sac de semences, dessus, il y avait port du masque obligatoire, port de lunettes obligatoire, port de gants, port de combinaison. C'est des semences, c'est de la semence de vie. Il faut se protéger d'un risque de mort quand on sème quelque chose qui est censé porter la vie. Moi, je trouve ça choquant. Et alors oui, ils ont respecté la réglementation. On leur a dit de mettre les logos de protection en tout petit. On a retourné 5 fois les sacs. On n'arrivait pas à trouver où était la composition. C'est de la semence. Normalement, quand on achète une semence de blé, c'est juste une semence de blé. Il ne devrait même pas y avoir écrit dessus ce qu'il y a dedans. C'est du blé, point. En gros, il n'y a pas besoin d'avoir une liste de composants. Et c'est écrit en tout petit. Et puis les logos, ils sont pas bien gros non plus. Et puis voilà. Et on leur dit que tout ça, c'est pas dangereux. Et du coup, ils se protègent pas. C'est juste affreux, quoi. Le nombre de victimes des pesticides chez les gens qui manipulent dans les usines et chez les paysans, c'est affreux. Et puis après, toute l'intoxication chronique dans la population en général, c'est malheureux, mais c'est affreux, quoi. Et donc, c'est une industrie du mensonge. Donc effectivement, on a face à nous une industrie qui est énorme, mais il faut qu'on prenne tous conscience de ce sur quoi elle est bâtie, et que toute la population en prenne conscience, et que les paysans en prennent réellement conscience, et qu'on soit tous ensemble pour se dire non, stop aujourd'hui, stop. Je veux dire, l'irrationalité, il faut arrêter de nous dire la bio peut pas nourrir la planète, toutes ces fadaises qu'on entend depuis des années. Ouais, on n'est plus dans les années 70 où on était, enfin, j'en étais pas, quelques pionniers qui portaient vaillamment un autre modèle agricole qui était l'agriculture biologique à l'époque. Et merci à eux. Mais aujourd'hui, rien que sur mon village, je dénombre au moins 5 ou 6 fermes qui étaient en conventionnel, qui sont des fermes qui rentrent dans le modèle... Ouais, c'est encore du modèle long, puisque ici on est en territoire de Roquefort, qui sont en bio et qui fonctionnent mais vraiment super bien. Et moi j'ai le témoignage d'un ami qui m'a dit, mais c'est mes enfants qui m'ont poussé à passer en bio, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Donc il n'y a pas de souci, on peut passer en bio. Et tant qu'on tiendra ce discours, oh mais on n'a pas les solutions. L'ITAB, l'Institut Technique d'Agriculture Biologique, on l'a créé en 1977. Je veux dire, la recherche sur l'agriculture biologique, elle a plus de 40 ans. Mais tant qu'on aura ce discours de dire on ne peut pas s'en passer, effectivement, on ne cherche pas d'autres solutions. Et on repousse dans les marges toutes les solutions qu'on a. Alors que si on a vraiment envie de sortir de ce système, toutes les solutions, on les a. Et la preuve est que, en l'Aveyron, ici, là, on est le plus gros département d'élevage en bio en France.
Donc c'est possible. Et c'est pas que de l'élevage, je veux dire, c'est pas que de l'herbe. C'est aussi des céréales, c'est aussi du maïs, c'est aussi tout un système classique en fait, tout compte fait de production alimentaire, pour faire du roquefort, pour faire du bovin viande, pour faire de l'ovin viande, qui fonctionne. On a les solutions, il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste encore un mensonge. Et un mensonge, malheureusement, et ça je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce syndicat qui défendait, soi-disant censé défendre des paysans, continue à leur faire croire qu'on n'a pas d'autre solution, et du coup continue à l'empoisonnement général, contribue à soutenir cet empoisonnement généralisé dont les paysans sont les premières victimes.